Le maître mot pour aller à la guerre, c'est s'entraîner, s'entraîner et encore s'entraîner. R91. C'est le nom de code du Charles de Gaulle, le fleuron de la Marine nationale, le seul porte-avions européen. Un géant des mers à propulsion nucléaire et à 3 milliards d'euros. Un véritable aéroport flottant de quelques 42 000 tonnes, capable de projeter sa force de frappe aérienne depuis toutes les mers du monde. Sa flotte aéroportée est composée d'une trentaine d'avions de chasse, des Rafales, des super-étendards, de 6 hélicoptères et de 2 Hawkeye. Ces avions de surveillance équipés de radars capables de couvrir une zone de 500 km à la ronde, l'équivalent de la surface de la France. Le Charles de Gaulle, c'est avant tout une prouesse technologique. C'est 260 mètres de long, 40 000 tonnes et 65 mètres de large. « 2900 personnes à bord, un immeuble de 8 étages. C'est aussi avant tout un aéroport. Il peut y avoir 40 avions sur ce porte-avions. C'est de l'énergie pour faire vivre tout ça. Vous avez une centrale nucléaire, ce qui correspond à l'alimentation peut-être d'une ville de 30 000 habitants. La menace est une embarcation rapide en rapprochement sur notre avant-bâbord. Ce porte-avions, c'est une prouesse industrielle. Parce que si vous regardez dans le monde, il y a quand même très peu d'industriels capables de concevoir, réaliser, entretenir un porte-avions de ce type-là. Mais le Charles de Gaulle, c'est d'abord un équipage qu'il faut rendre opérationnel. Après 6 mois d'arrêt forcé pour une mise à jour de ses équipements, le Charles de Gaulle reprend la mer. Et avec lui, près de 2000 marins qui doivent se mettre ou se remettre à niveau. Un quart d'entre eux embarquent pour la première fois. L'objectif, qualifier le bateau et l'équipage en réussissant la MECO, abréviation qui signifie la mise en condition opérationnelle du Charles de Gaulle, un préalable nécessaire avant de partir au combat. L'occasion et le privilège rare de découvrir de l'intérieur cette forteresse flottante. Vu comme ça n'a pas l'air immense, mais c'est immense. Ça fait bizarre de se retrouver là. Changement de déco, enfin, ouais, surtout d'ambiance. Stacy a 21 ans. Elle embarque pour la 2e fois sur le Charles de Gaulle. Elle est mécanicienne sur les avions de chasse. Voilà, arrivé, c'est génial. Au revoir. Le Charles de Gaulle quitte la rade de Toulon, son port d'attache. Du mécanicien au pilote de chasse, du simple marin au commandant, tout le monde doit retrouver ses réflexes pour faire fonctionner le plus grand navire de combat européen. C'est plus dangereux. Voilà, là on n'est plus tenu que par une haussière. C'est juste ça qui nous attache à la terre. Voilà. Ça fait du bien. Le calme du large. Et c'est agréable, des fois on regarde par-dessus bord et on voit des marsouins, des baleines. Il n'y a pas tout le monde qui peut voir ça. Il y en a qui payent pour le faire. Parmi tout l'équipage, un passager ressent une pression particulière. Pierre Vendier. C'est un ancien pilote de chasse. Mais cette fois, s'il vient d'embarquer sur le Charles de Gaulle, c'est pour en prendre le commandement. Dans quelques heures, ce sera lui, le nouveau pacha. Sur ce bateau, il y a une âme. D'abord parce que c'est un porte-avions. C'est un mélange de beaucoup de métiers. Moi, j'ai mené beaucoup d'opérations à partir de porte-avions. J'ai perdu des amis aussi. Et donc, il y a une émotion très forte sur ce bateau. Il y a une partie de ma vie, j'ai fait 500 appontages. On fait un appontage tous les 3 jours de mer, 1500 jours de mer sur les porte-avions. Donc, ça représente une tranche de vie. Moi, j'ai connu beaucoup de commandants de porte-avions qui m'ont fait rêver.
Et au fond de moi, j'avais un peu cette aspiration de me dire peut-être qu'un jour, je serai comme eux. Savoir qu'il y a 2000 personnes qui attendent que je prenne les commandes, ça fait quelque chose. Ouais. Comme disent mes enfants, c'est énorme. Je me dis, je suis un peu comme à la veille de mon mariage en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il va se passer un truc énorme et puis que c'est le début d'une aventure. La cérémonie de sa prise de commandement va débuter. Avant cela, le futur pacha doit se plier au rituel de la photo officielle. Donc je me mets où? On va pas aller plus loin parce que Ouais, comme ça. de toute façon, On me dit si tout est bien droit là. À 45 ans, Pierre Vendier a déjà participé à des opérations au Kosovo, en Afghanistan. Plus récemment, au sein de l'état-major des armées, il dirigeait la cellule de crise du Mali. Vous voyez arriver un nouveau commandant, le capitaine de vaisseau Pierre Vendier. Être pacha sur le Charles de Gaulle, c'est être le maire d'une ville de 2000 habitants, mais aussi le patron d'une centrale nucléaire de 16 MW, et bien sûr un chef de guerre dont la première mission est de rendre opérationnel le groupe aérien embarqué. Direction le bureau des vols. Ouais, donc il n'y a plus que ça à récupérer. Les entraînements vont commencer. Le plan principal, c'est de la FWIC. En France, seule une soixantaine de pilotes de chasse sont capables de décoller et surtout d'apponter, c'est-à-dire de se poser sur un porte-avions. Les pilotes du Charles de Gaulle constituent l'élite de l'aviation française. À 29 ans, Stone, c'est son nom de guerre, est l'un d'entre eux. Voilà, je vais jouer le méchant, là. Donc c'est une mission qui n'est pas forcément évidente puisqu'on simule un avion qui est moins performant que les avions de la coalition. Donc on est en infériorité technique et numérique. Donc de ce côté-là, c'est difficile. Moi, je vais aller récupérer ma fiche BDV et c'est parti. Préparation des vols, préparation des avions aussi. Sous le pont d'envol, un hangar de 8000 m² est entièrement dédié à la mécanique. Dans cet espace où plus de 15 aéronefs peuvent être parqués, une armée de mécaniciens a à sa disposition plus d'1 million de pièces de rechange pour faire face à toute réparation. Le hangar, c'est le domaine de Stacy. Elle est patronne d'appareil. Mais ils partent à quelle heure pour de vrai les avions là? Là, celui-là, il va partir pour 15 heures. Ça n'a pas été changé? 10-30. Bah ouais. On a 1 heure. Il est où le MTS? 1 heure pour changer la roue du train arrière-gauche, faire le plein de carburant et vérifier l'appareil. Un Rafale. Du travail de Stacy dépend la sécurité du pilote. Ouais, là c'est... Faut vraiment que je fasse très attention parce que c'est uniquement mon avion, donc il n'y a que moi qui touche à l'avion. S'il y a un problème, ce sera de ma responsabilité. J'en prends soin. J'aime bien le métier que j'ai choisi et j'en suis bien contente. Parce que c'est pas donné à tout le monde de vouloir travailler, enfin surtout pour une fille, sur un avion complexe. Je suis bien ravie d'être là. Là, je vais au poste pilote, me mettre à la place du pilote. Ça fait plaisir d'être dans le poste du pilote, à sa place, surtout que j'ai envie d'être pilote, donc du coup, ça me fait plaisir à chaque fois de faire le roulage avion. On enlève le frein, doucement. On enlève le frein. Attention pour freiner. Deux ascenseurs placés à tribord permettent de déposer les avions sur le pont d'envol. Ils sont capables de supporter 2 rafales de 25 tonnes chacun. Sur le pont d'envol, des codes couleurs permettent de visualiser la fonction de chacun. Mécanicien, armurier, pilote. L'organisation est minutieuse.
Il faut placer les avions dans l'ordre de passage des catapultages et s'assurer de la sécurité de tout le personnel. Deux fonctions qui sont de la responsabilité des chiens jaunes. Un surnom qui vient de la Deuxième Guerre mondiale et de leur capacité à aboyer pour faire entendre leurs ordres quand la piste était en bois. Ce sont eux les vrais patrons du pont d'envol. Il s'enroule direction les catapultes. Le Major Ronan est l'un des plus expérimentés. Plus de 30 ans de service à bord des porte-avions. Il connaît l'importance de ces codes gestuels qu'il échange avec les pilotes. On se regarde, c'est-à-dire que le pilote annonce le paré, moi de mon côté je le rends, et finalement on se regarde pas les yeux dans les yeux, bon c'est évident, mais je dirais on se voit visuellement, ouais. On se voit visuellement. Il y a des pilotes qu'on a vus pour la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a des pilotes que j'ai connus en flotille embarquée dans les années 90, avec lesquels on s'est salué derrière le déflecteur pour la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a perdu il y a quelques années une patrouille de Rafale. C'est un petit peu particulier quand même, sur un lieu de travail de se saluer et puis après de se dire que la personne n'est plus de ce monde. C'est un peu trivial tout ça. Ouais. Pour les pilotes, la concentration doit être maximale. Se faire catapulter du porte-avions n'est jamais anodin. Stone a revêtu sa tenue étanche en cas d'éjection. Il est prêt. Vous partirez de l'avant. Ouais, c'est bon, j'ai été prévenu. Stone a à son actif près de 200 appontages sur le Charles de Gaulle, une expérience acquise lors des missions de guerre en Libye. Mais ce premier exercice doit lui permettre surtout de réapprivoiser ce pont d'envol en plein jour. Il devra ensuite passer sa qualification en appontage de nuit pour entrer dans le club très fermé des hiboux. Les pilotes capables de réaliser des missions nocturnes. Je suis paré pour copier l'ordre de kata. En vol, Stone doit assurer maintenant sa mission d'entraînement. Exercice de combat aérien, prise de photos ou même ravitaillement au vol. Là, en termes de crédit, le vent nous amène petit à petit vers le nord-est. Sur la passerelle de pilotage, le Pacha supervise les opérations pour trouver le bon vent de face et caler la vitesse du porte-avions en conséquence. Un avion de chasse a besoin pour décoller d'atteindre la vitesse minimale de 270 km/h. La puissance de la catapulte, la force du vent et la vitesse du porte-avions doivent se conjuguer pour y parvenir. Ce bel engin, il va jusqu'à 27 nœuds. Bon, c'est quand même une vitesse assez considérable pour 40 000 tonnes. C'est ce qui est nécessaire, évidemment, pour faire décoller, apponter les aéronefs. La catapulte permet de mettre quand même un avion qui peut avoir une masse assez importante de 24 tonnes. Et en 2 secondes, il passe de 0 à 220 km/h. Ça représente à peu près 5 G d'accélération pour le pilote, ce qui est assez considérable. Donc ici, vous voyez des catapultes qui font 75 mètres de long avec ce qu'on appelle le déflecteur de jet qui permet de protéger l'aéronef qui se trouvera derrière pour pouvoir enchaîner les catapultages et envoyer ce qu'on appelle un strike qui est une pontée de 10 voire 20 avions qui partent ensemble faire une opération. On tire sur un porte-avions un avion toutes les 30 secondes, c'est-à-dire une dizaine de minutes, vous pouvez projeter une vingtaine d'avions de combat sur votre objectif, ce qui est quand même un temps très court. On passe ambre sur la 4 plate. Avant, bas bouche, 167. Oui. Bonsoir, catapulte, remise des gaz avant que le gars est dégagé. Donc tu les laisses en attente et dans 7-8 minutes on reprend.
Le métier de pilote de chasse, c'est un métier où le stress est permanent, mais il est géré. On apprend en fait à faire des choses très compliquées, très stressantes, mais en fait on domine le stress. Donc là, ce qu'on leur apprend, c'est ça, qu'ils sont en phase de domptage de leur stress. Véritable tour de contrôle du porte-avions, la passerelle Avia coordonne les catapultages et les appontages. 19 verres. En 15 ans de service, le Charles de Gaulle comptabilise plus de 34 000 appontages. Si vous vous souvenez un peu des porte-avions de la dernière guerre, il n'y avait pas ce concept de piste latérale. Ce qui fait que la piste était dans l'axe. Et au moindre problème, c'est-à-dire si un avion ratait son appontage, eh bien il venait percuter tous les avions qui se trouvaient stockés à l'avant. Et donc sur le Charles de Gaulle, on a un concept dit de piste oblique qui permet lors de la phase d'appontage ici de garantir que si l'avion rate son appontage, qui peut arriver, eh bien il peut facilement redécoller sans venir ici interférer avec la zone de stockage des avions en recueil. Ici, vous avez ce qu'on appelle des brins d'arrêt, qui sont, on peut appeler ça des élastiques. Ensuite, l'aéronef va avoir une crosse ici qui va accrocher le brin d'arrêt et qui va ralentir l'aéronef. Il y a un freinage qui n'est pas négligeable non plus, puisqu'il passe également d'une vitesse de l'ordre de plus de 220 km/h à un freinage sur 90 mètres, ce qui lui représente une décélération de 5G, qui est vraiment un coup de frein assez violent pour le pilote. Ouais, 28 nœuds. Attends, remarque, il est encore haut là, lui. Les avions de chasse arrivent toujours plein gaz sur le pont. Une sécurité pour anticiper le cas où la crosse n'attrape pas l'un des 3 brins d'arrêt. L'avion doit garder toute sa puissance pour pouvoir redécoller. Un exercice indispensable pour les nouveaux pilotes. Voilà, donc lui, on vient de lui donner l'ordre de sortir sa crosse. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'il avait suffisamment dégrossi l'affaire par ses touch and go. Et donc là, maintenant, il va avoir le droit de tenter pour de vrai. Alors en théorie, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il va faire exactement la même chose, on lui a juste demandé de sortir sa crosse, mais dans la tête, c'est complètement différent. Et donc c'est là où ça devient intéressant, c'est que le niveau de stress va monter. Avant, c'était un peu comme des tirs à blanc, là. Là, c'est des tirs à balles réelles. Pour avoir votre verre. Vous avez le verre. 15 tonnes lancées à plus de 220 km/h et moins de 90 mètres pour s'arrêter, sur une surface à peine plus grande qu'un terrain de tennis. Il se pose. J'ai jamais été aussi bas. Belle horizontale. Voilà, il va y aller. 29 nœuds, 10 minutes, taux de descente. Doucement en manche. Voilà, il a pris le brin 3, qui était juste, mais il a réussi. Au début, c'est pas facile. Hein. C'est son premier, donc. C'est son premier, oui. Bah, il en a 6 à faire, hein. Donc là, il en a fait 1, il en reste 5. Donc c'est que le début. C'est un moment clé de la vie d'un pilote de chasse embarqué, parce que c'est vraiment le passeport. C'est le passeport pour pouvoir opérer depuis le porte-avions. Donc on a envie d'avoir son passeport. Mission maîtrisée aussi pour Stone, satisfait d'avoir retrouvé les sensations d'un appontage sur le Charles de Gaulle. On ressort comment d'une
d'une session comme ça là, c'est... Ah bah, je suis content. Voilà. Je vais voler, c'est sympa. Voilà, faut savoir que pour un pilote, voler, c'est le pied. Quand on a volé, on est content. Voilà, c'est comme ça. C'est pas qu'un jeu aussi. Ah non, c'est pas un jeu, non. On s'entraîne à faire la guerre. Voilà. Donc c'est un jeu dangereux. On s'y prépare comment? On s'y prépare comme ça, quoi. Avec nos vols d'entraînement. Et pour moi, c'est adapté. On a des vols comme ça qui sont très chargés au niveau tactique, qui sont stressants. Et souvent, en opération, on est même plus détendu qu'en entraînement. C'est pour dire à quel point on pousse le réalisme de l'entraînement. Ce programme intensif d'entraînement n'est pas réservé aux pilotes. Tout le monde doit ici faire ses preuves. Au PC Sécurité, David est en formation. Ça, tu vas chercher tes sous. Alors bienvenue à bord, là, je te présente sur le plan, tu as le Charles de Gaulle ici, du pont 01 et en dessous. Et tu as une deuxième partie, du pont 04 du pont 02 avec le hangar. Quand on croit que c'est terminé, c'est pas terminé. David était marin-pompier à Marseille. Il a été choisi pour devenir le nouveau chef de la sécurité du Charles de Gaulle. Un sacré défi. Combien de locaux, tu m'as dit 2400 2400 locaux à peu près dans le bateau, c'est énorme. Ça, c'est immense. Voilà. Dans 2-3 mois, tu arriveras à te repérer. Beaucoup de dangers, beaucoup de risques. Donc beaucoup de travail et bienvenue quand même. Hein. Ça va te décourager. Allez. Le plus grand navire de guerre européen ne doit plus avoir aucun secret pour David. Un dédale de coursives, de recoins, des kilomètres de couloirs et plus de 2400 locaux. Et même une centrale nucléaire. Charles de Gaulle, pratiquement en propulsion nucléaire. Ici, tu as l'accès de la zone de sûreté nucléaire. Donc voilà, avec le système de verrouillage. Là, l'intervention dedans, là, ça se prépare et c'est pas une intervention classique. Avec ses 2 réacteurs nucléaires de 16 MW capables d'alimenter une ville comme Toulon, le Charles de Gaulle est quasi autonome. Il pourrait naviguer sans interruption durant 7 ans, la durée programmée pour changer les combustibles des réacteurs. Cette propulsion nucléaire lui permet d'atteindre la vitesse de 50 km/h et de parcourir jusqu'à 1000 km par jour. Et là, on va descendre dans l'antre du bâtiment. Là, tu vas voir les protections par le FM200. C'est complètement différent de ce que j'ai connu jusqu'à présent, parce que moi j'arrive du bataillon de marins-pompiers de Marseille. J'ai connu la lutte contre les incendies dans les constructions plus traditionnelles, donc entrepôts, bâtiments d'habitation. Ici, c'est complètement différent. Ça m'oblige à adapter complètement ma manière de penser, dans la mesure où c'est mon premier bateau. Donc là encore, il y a un vrai enjeu d'adaptation rapide pour que je puisse être efficace dans la direction de la lutte. Ouais. Pas de répit pour David. Pour lui, la guerre, ça commence tout de suite. Dépêchez-vous, allez, Pantel sur un 40 sur tribord. Ouais, il passe par la coursive hôtel. Un exercice qui permet aussi de tester la réactivité des équipes médicales et l'efficacité de l'hôpital de bord et de ses 50 lits. Prends le sac avec les pansements d'exercice, on va lui mettre un pansement visage. Si vous avez une confirmation, savoir s'il faut utiliser le local ou pas, on le laisse comme ça. Négatif pour l'instant, on fait stand-by, ils sont en train de regarder l'importance des locaux. J'ai néanmoins demandé à ce que la force soit coupée pour qu'on évite les départs de feu. Premier exercice au scénario bien réel. Un missile a explosé à l'avant du bateau. Le feu, puis l'eau. Voilà les ennemis redoutables que David doit apprendre à combattre ici, avec une brigade de quelques 100 pompiers. On va essayer de demander. Pour lutter contre les sinistres ou les agressions de combat, eh bien, le navire est muni à la fois d'un cloisonnement vertical et puis aussi un pont qu'on appelle le pont d'étanchéité et de cloisonnement qui permet de garantir qu'un sinistre ne va pas se propager au sein du navire. Mais il y a aussi
un ensemble d'installations qui sont redondées pour toutes les fonctions, qu'elles soient aviation, conduite du navire ou système de combat autodéfense. Les postes opérateurs sont répartis de telle sorte que s'il y a une panne ou une agression sur une zone particulière, eh bien on garantit la mise en œuvre des opérations du navire à partir d'une autre zone. C'est pour combler les brèches dans la coque. Chef de zone, alors, c'est quoi votre idée de manœuvre? David est chronométré, analysé. Sa stratégie d'intervention est jugée minute par ses instructeurs au brassard jaune. Et visiblement, il n'est pas encore tout à fait au point. Vous êtes peu susceptible de pouvoir vous faire avancer de nouveau et tout. Là, vous êtes en train de dépenser une putain d'énergie pour essayer de sauver un local qui est peut-être pas franchement indispensable à la navigation. Donc, temporisez plutôt, ménagez votre personnel parce que si vous en reprenez encore sur la gueule, il va peut-être plus de moyens. Bon, moi je contacte la MACOPS pour voir s'il y a effectivement une importance vitale. Allez, ok, de toute façon, sachant que le niveau monte pas, il y a le niveau de l'adhésion. Vous les continuez, puis... Ouais. Vous avez dit 80% des puits en bas, c'est ça? Ouais, et 75 en tableau réparable en été. Allez boire un coup, vous repositionnez au niveau du PC pour que je puisse vous remployer dans un moment. Combien vous êtes sur l'air? 140. Allez, 80. Au repos, vous buvez un coup. Ces exercices ils servent vraiment à ça, ça veut dire à détecter nos faiblesses ou nos axes d'amélioration. Donc si on nous fait des remarques, c'est qu'à un moment on est peut-être passé à côté de quelque chose ou qu'on n'a pas eu la bonne vision d'un événement. Donc c'est de l'apprentissage accéléré. Voilà. Je suis au PZ avant Arnaud. Quand on commence à aller en opération, en fait, on fait des gestes qui sont déjà pré-câblés et donc on peut faire des gestes parfaits. On se pose plus de questions. Il y a encore des réglages. Jour après jour, la vie du porte-avions est rythmée par les exercices de la MECO, la mise en condition opérationnelle. Peu à peu, l'équipage trouve ses automatismes. Mais le Charles de Gaulle, c'est aussi une petite ville à part entière qu'il faut nourrir. Si le Charles de Gaulle peut naviguer indéfiniment, il doit en revanche être ravitaillé tous les 45 jours. Marins, ce sont 120 tonnes de vivres qui sont consommés en un mois et demi. Ce soir, c'est opération ravitaillement. Hop, 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 par là. Alors donc on a 42 palettes de vivres, 16 de congelés, 13 de frais, 7 de boissons et 6 d'épicerie. C'est à l'arrière du bateau que se trouvent les vivres, les salles de restauration et les cuisines, qui ont été rénovées lors de la dernière escale technique. J'ai faim. Ah, moi aussi j'ai faim. Ce soir-là, c'est justement le service de la restauration qui va être jugé. L'exercice s'appelle le Mess in Action. Alors, le Mess in Action, le challenge, c'est pas compliqué. 1800 personnes à faire manger en 80 minutes, avec 1 heure de préparation maximum. Nous, notre but, c'est que les gens restent au poste de combat, viennent manger par demi-bordée. Une partie sur la rampe OMS, une partie sur la rampe équipage. Là-dessus, nous, notre boulot, c'est d'envoyer le plus vite possible pour reprendre les équipes au niveau du poste de combat. Allez, c'est parti! Simulation d'une situation de combat. Plus que la qualité de la nourriture, là, c'est la rapidité du service qui est testée. Il n'y a jamais de place, on reste là. Il n'y a pas de place. Les brassards jaunes, chronomètre en main, vont noter l'exercice. J'y arrive. 12 minutes, 13 minutes. Vous êtes à combien là vous?
174 exactement. 174. Ce que je veux, c'est que vous notiez à la fin de chaque bordon le nombre de personnes. Très bien. Je pense que le niveau est soutenu et la fluidité fonctionne bien. C'est le premier quart qui est passé. Donc on verra à l'issue. C'est à peu près 20 minutes pour un quart de l'équipage. On est à 12 minutes, c'est bien. Oui. Après 65 minutes de début de distribution de la nourriture, nous sommes à 1471 personnes qui se sont nourries à bord du porte-avions. Ça veut dire que 250 personnes n'ont pas pris leur repas. Et donc au combat, si vous durez sur cette phase de combat dure dans le temps, ça veut dire que ces 250 personnes risquent de se fragiliser et de ne pas faire ce qu'il faut au moment précis où on aura besoin d'eux. Allez, un coup de rangement, on travaille dans le pont. C'est fini pour nous, il reste encore la propreté à faire. Les fours sont stoppés déjà depuis 10 minutes et après c'est fini. Quelques coursives plus loin, Stone retrouve son poste qu'il partage avec un autre pilote surnommé Jodas. Bientôt, il devra s'employer pour obtenir sa qualification en appontage de nuit. Le Graal pour ces pilotes d'élite, accros aux sensations fortes. On vole à quelques mètres de l'autre de nuit en voyant juste une ombre au fond des étoiles. Voilà, c'est l'avion qui est à quelques mètres. Mais... Rien du tout, ouais. Il y a des missions, on se retrouve à voler super bas au-dessus de l'eau pendant plus d'une heure au milieu de nulle part. Et on arrive souvent avec des grosses vitesses de rapprochement. Parfois, on est à quoi, quasiment 1800 km/h de rapprochement. On voit un point nord, ça se croise d'un coup là, et puis après ça s'enroule, on part à 9G. Après coup, encore une fois, quand on se souvient de la mission, on se dit waouh, ouais, quand même, ce qu'on a fait, c'est quand même un peu touchy. Ça fait des belles images. Ouais, c'est vrai, des beaux souvenirs. À un moment, on n'est plus là pour rigoler, on est là pour faire la mission. Et c'est un boulot quand même qui... c'est pas anodin. Au bout d'un moment, on va nous demander d'aller tirer sur des gens. On a une mission, on a des ordres. Maintenant, on reste des êtres humains. Au pont inférieur, David révise. Le nouveau chef de la sécurité n'a plus droit à l'erreur. Je pensais que ce serait dur. Je découvre que c'est dur, donc je ne suis pas surpris. Et je savais que j'aurais un gros travail à produire pour apprendre et pour être à la hauteur. Il y a une vraie pression parce qu'il y a une vraie volonté de réussir. Il y a un vrai enjeu à la fin, c'est la qualification du bateau. Donc il est clair qu'on aborde cet objectif conscient de nos faiblesses qui ont été détectées pendant les exercices qu'on a passés et qu'on a réalisés jusque-là. Conscient aussi de nos forces. Donc on sait qu'il y a des choses qu'on sait bien faire. Et j'espère vraiment qu'on sera qualifié. Et là, je serai rassuré sur ma capacité à commander en intervention à bord du bateau. Demain se joue l'exercice final qui doit valider la mise en condition opérationnelle du Charles de Gaulle. Tout l'équipage sera en position de combat, avec David en première ligne. Jour J, le porte-avions se réveille. Mais en passerelle, la concentration est déjà maximale. Pilotage de précision pour cette manœuvre de ravitaillement. Cette fois, c'est du carburant pour les aéronefs. Le Charles de Gaulle est piloté grâce à cette barre, un simple joystick pour manœuvrer ses 42 000 tonnes. Tribord avant 0,71. Tribord avant 0,71. Pendant le RAM, ça veut dire ravitaillement à la mer, il faut silence en passerelle parce que tout ordre doit être bien assimilé, bien effectué. Par exemple, moi là, je m'occupe des machines, c'est moi qui gère la vitesse. Gouvernez au 78. J'aime parce que ça met de l'adrénaline. Donc moi je trouve que c'est excitant, ça change du quotidien en fait, de la routine. Mais à la barre, c'est plus stressant. Parce qu'à tout moment, on peut venir taper
le ravitailleur qui est juste à côté. Parce qu'il y a juste 40 mètres qui nous séparent. Ça peut aller très vite. Comme chaque matin, une partie de l'équipage se livre à un étrange rituel. C'est la séance de la cueillette. Le pont d'envol doit être débarrassé du moindre boulon, de n'importe quel objet qui pourrait perturber un catapultage ou un appontage et avoir des conséquences dramatiques. Rien n'est laissé au hasard. Toute la logistique du Charles de Gaulle est dévouée à sa mission première, faire décoller des avions de guerre. En tant que pilote de chasse, ici, on est le bras armé du bateau. On est les instruments du commandant du bateau. Le commandant du bateau peut nous envoyer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour réaliser une mission. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne. Quand il y a beaucoup de mer, il faut s'imaginer que le cul du porte-avions va pouvoir monter et descendre énormément. On peut se retrouver avec tout l'avion qui est avec un fond de mer derrière. Il faut s'imaginer des gros mouvements de pont. Et puis même pour nous, quand on revient à bord par forte mer, on voit vraiment cette coque de noix là, qui vient bouger un peu dans tous les sens. Il faut savoir que le bateau fait que 42 000 tonnes. On a un bateau qui est quand même s'il a des systèmes de stabilisation, sensibles à la grosse houle, aux grosses mers. Ce qu'il faut pour rendre ce porte-avions opérationnel, c'est le stabiliser. Sinon, eh bien, quand l'avion va apponter, eh bien, les mouvements de plateforme seront tels qu'il ratera son appontage. Au moment où le navire a été conçu, DCNS, le concepteur, a développé un nouveau système un peu astucieux pour garantir que ce navire resterait stable jusqu'à des mers, jusqu'à 4 à 6 mètres de creux, ce qui est quand même assez considérable. Et donc le système il est composé de masses jusqu'à 100 tonnes, qui se trouvent à l'avant et à l'arrière de l'îlot, qui se déplacent à des vitesses assez importantes, de l'ordre d'1 minute pour passer de bâbord à tribord, et qui permettent de garantir qu'en termes de giration, ou s'il y a du vent latéral, ou s'il y a un état de mer important, eh bien le pont restera stable, ce qui est une garantie essentielle pour la sécurité des opérations et des personnels qui s'y trouvent. Une intense journée d'exercice attend Stone, avec en ligne de mire sa qualification à l'appontage de nuit. Un exercice qu'il n'a jusqu'alors réalisé qu'avec des simulateurs. Donc de nuit, je ne verrai pas grand-chose. Je verrai une lumière là-bas allumée sur l'îlot, puis toutes ces petites lumières là que vous avez dans le pont, ici, qui vont délimiter tous ces marquages blancs. Voilà. La zone des brins, bien sûr, tout ça, ce sera dans le noir. Ce que je verrai par contre, c'est le miroir d'appontage de nuit qui me guidera avec les officiers d'appontage qui seront juste derrière ce tableau là-bas et qui vont me guider à la voie pour pouvoir ramener l'avion à bord. Bien sûr, j'appréhende un peu, puisque c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait. Tout pilote qui a déjà apponté de nuit connaît la difficulté de l'exercice. Et rentrer à bord, c'est jamais gagné. Le compte à rebours a commencé. C'est le début des grandes manœuvres. Objectif, valider la qualification de tout l'équipage et du bateau. À 8h30 et pour toute la matinée débute l'exercice Macopex supérieur qui vient conclure notre MECO. Cet exercice est donc un beau défi lancé à tout l'équipage. Cet exercice est particulièrement important pour notre qualification opérationnelle. Fin de communication du commandant en second. Ajustez la tenue, gants, cagoule, lunettes à poste. Le personnel se replie sur tribord. Alerte bombardier. Allez, mise en place d'une ligne d'attaque et dans un deuxième temps, on prépare la mini GMF. Et faire gueuler que les mecs ils évacuent le matériel. Je vais mettre dans la. On se met coursive tribord. Pour l'exercice final, scénario catastrophe. Je veux la liaison avec le PC sécurité, les gars. Premier GA, stop, ici. Le Charles de Gaulle est sous le feu d'un bombardement. Forêt claire. La liaison, je l'ai avec le PC sécu, les gars. Très bien. Allez, je veux les plans du pont 01, pont 0, pont 1. Sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Impact imminent, prendre la posture de sauvegarde. Impact imminent, prendre la posture de sauvegarde. Attachez-vous à quelque chose, les gars, à cause du souffle. Allez, gars, on y va. Poussez-vous là. Localisation.
Incendie, voies d'eau, pertes humaines, l'avant du bateau subit d'importants dommages, en surface et aux ponts inférieurs. Vous partez par le bas d'abord, les gars, vous partez par le bas d'abord. Les blessés, laisse pas seul. Allez-y, les gars. Allez, progression, progression, les gars. Vous prenez percussion du FM 200, percussion effective après contrôle de givrage des bouteilles. Je vous demande renfort soutien, renfort protect, 20 pompiers lourds sur ma position. 20 pompiers lourds, j'ai demandé. Calmez-vous, vous avez le temps. T'as le feu en bas, tu descends pas. Wendy, toi, tu fais demi-tour, tu laisses attaquer les autres. Allez, sécurise-moi. Nous sommes passés en danger aérien rouge. Zippo Charlie, tire sur ordre. Ok, Oder, one fois sur la 4000 et la 2000. Centrale opération. 2 pistes suspects en rapprochement sur notre tribord. Le central opération est finalement les yeux du commandant. Et avec ses radars, il lui permet de tout superviser depuis la passerelle pour que lui, de son côté, puisse donner les bonnes décisions et en particulier, s'il le fallait, ouvrir le feu sur des pistes ennemies. 2 machines sont affichées avant 2. Dans la passerelle, le Pacha décide de déployer sa force de frappe et propulse 2 rafales supplémentaires dans la bataille. T'as plus de pareil? Impact multiple sur bâbord. Impact multiple sur bâbord. Point de situation générale du CCO. D'un point de vue des sinistres. Actuellement, la zone 0, hôtel 010, golf 010 est principalement impactée. Il y a des sinistres dans l'îlot, donc on a confiné les fumées de manière à ce que la passerelle soit préservée. À ce stade, la passerelle continue à piloter le bâtiment. On n'est jamais tous ses œufs dans le même panier, donc vous pouvez constater que je ne suis pas au même endroit que le commandant. Si on est blessé ou pire, il ne faut pas qu'on soit tous les deux au même endroit. Rousseau, prenez en charge le blessé et l'amenez au PRV. Quand l'équipage réagit pas correctement, on est un peu moins indulgent, je dirais, sur les erreurs techniques, etc. Là, aujourd'hui, c'est comme on aime le voir. Amenez-le derrière. Comment? Ouais. Nous sommes sortis de la zone de danger missile. Ok. Je fais la diffusion pour reprendre la Ouais. S3. Commander, c'est avoir des relations humaines à chaque échange. On voit le niveau de confiance, la fiabilité de ce que les gens disent. On pourra se retrouver dans des situations qu'on n'a absolument pas envisagées. Alors, et ça, l'équipage qui a fait ces exercices, je saurai sur quoi je peux compter dans l'équipage. Le Charles de Gaulle a repoussé l'attaque et colmaté les brèches. Mission accomplie pour les pilotes qui rentrent épuisés de leur exercice tactique au-dessus de la Méditerranée. Bon, t'es qualifié ou pas là? Ça y est. C'est bon? Ouais. 6ème dans la boîte. C'est plaisir. Félicitations. C'est cool. Merci mec. Voilà. Et bravo. Et puis à tout à l'heure. Plaisir de voler ensemble très bientôt alors. Bah ouais. Ça va être cool. Pas de problème. C'est plaisir. Quand tu veux. Je suis super content pour lui parce que c'est la roue qui tourne hein, et c'est comme ça que ça doit être. C'est toujours émouvant, on va dire, de poser pour la première fois son avion d'armes sur le porte-avions. À tous les chefs de groupe, vous prenez fin d'exercice. Fin d'exercice. Ok, Retour à la réalité. Aux ponts inférieurs, David espère avoir convaincu les brassards jaunes de sa capacité à être le chef de la sécurité du porte-avions. Voilà, on va faire remonter tous les pompiers pour qu'ils respirent. Je sais pas, je serais content quand j'aurais vu les entraîneurs. Ah ouais, faire monter tous les pompiers qui ont porté l'appareil. Entre nous là. Oui. Chef du car. Ok, c'est bon. On est là. Les responsables. Vous avez compris l'enjeu. Tu dis ce qui a été bien, ce qui a été pas bien, ce qui est perfectible. On
On était plus que dans les délais, donc ça c'est un point positif. Je trouve que les réactions ont été bonnes, y compris avec des gens qui viennent d'embarquer. On a réussi à gérer les blessés avec le bruit, comme le disait le chef de car. Donc ça a été plutôt une bonne chose et les gens se sont relayés, même si ce n'était pas eux qui étaient prévus, sur les actions à mener. Et ont rendu compte immédiatement. Donc pour moi, c'est au vu de la passerelle et du personnel nouvellement embarqué, c'est un bon exercice. Okay. Chez les jeunes, là, je peux dire quelque chose. Alors, j'ai vu que vous étiez bien adapté. Donc il faut continuer dans cet esprit. Vous pouvez prendre des initiatives. C'est-à-dire que vous voyez un truc, vous dites, vous allez voir votre supérieur, vous dites, ah bah tiens, moi je propose de faire ça. Voilà, parce que dans la vraie vie, ça sera comme ça. Hein. Peut-être que votre chef, il sera mort, ou peut-être que, voilà. Et c'est vous, ceux qui seront capables de se mettre debout pour reprendre le manche, qui vont pouvoir nous sortir des ennuis. Aujourd'hui, vous avez été touché par la grâce. Vous avez très certainement une saine pression des plus hautes autorités de ce bateau pour arriver à un tel résultat. Je vous félicite, c'est excellent, c'est très bon. Cela dit, vous avez encore du travail, parce qu'au lieu de vous avoir à 11 en permanence et à 18 le jour de l'examen, on aimerait mieux vous avoir à 16 en permanence. D'accord? Voilà, je finirai sur ça. Bravo. Et donc vous avez le sécurité avec ce supplément. Merci. Merci. Allez, on garde juste les gens de la brigade, s'il vous plaît. Et merci aux autres. Bravo. Vous faites un appel? On fait un appel? Ouais, on fait un appel de brigade. Appel par section. Très content. On se range par section. Très content et très fier de mes bonhommes. Appel de brigade sécurité, on va Messieurs, dames, voilà 4 semaines qu'on travaille tous ensemble dans le même sens. On a effectivement vécu des moments difficiles, on a vécu des débriefings difficiles, on en a vécu certains qui nous ont redonné un petit peu confiance en nous. Je vous ai demandé ce matin de donner le meilleur de vous-même, d'être concentré sur l'action, et je suis très fier de vous. Je vous assure que vous êtes en train de me donner un des plus beaux moments de ma vie professionnelle. Soyez fiers d'appartenir à la brigade sécurité. Garde à vous. Rompez, messieurs. Bravo, félicitations. Chef de poste, hôtel 031 015, s'il vous plaît. Hein? On a tout un feu là. Le Pacha aussi semble satisfait. Le Charles de Gaulle est apte à repartir en mission. Après les opérations Enduring Freedom menées en Afghanistan et Harmattan en Libye, c'est au Proche-Orient et pour lutter contre le terrorisme que le Charles de Gaulle est mis à contribution. Toutes les marines dans le monde qui sont exigeantes, enfin qui sont performantes, hein, les Américains, les Anglais, ils qualifient leurs équipages. Donc nous, c'est pareil. Là, je suis passé partout dans le bateau. J'étais en situation de chef, un peu partout, dans plein de domaines. Donc ça, c'est génial. Parce que du coup, j'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps. Au contraire, j'étais à fond tout le temps. Le porte-avions, c'est un vrai outil stratégique. C'est-à-dire que le monde est différent quand on n'en a pas. On pourrait s'en passer, hein, il y a plein de pays qui n'en ont pas. Mais ceux qui en ont, ils voient le monde différemment. C'est comme si on avait des lunettes sur la stratégie mondiale. On voit les choses autrement. Ça vous fait rentrer dans un club de gens qui discutent d'un certain nombre de choses. Et si on l'a pas, on n'est pas dans le club. Voilà. Donc quand vous êtes capable de déplacer une base aérienne de 1000 km par jour, hein, qui est capable de lancer des missiles de croisière, qui peut même, si le président le demande, avoir l'arme nucléaire à bord, on vous regarde autrement. Donc on vous donne des informations, on vous fait partager des choses. On sait que vous pouvez voir. Vous avez des avions qui peuvent faire des reconnaissances et des choses comme ça. Et donc c'est un outil stratégique. Pour un pays comme le nôtre, c'est un démultiplicateur de notre puissance militaire. La nuit est tombée. L'heure est venue pour les pilotes d'entamer la dernière épreuve, l'appontage de nuit. Stacy est là pour contrôler leur machine de guerre. Elle vérifie tout, même les entrées d'air des rafales. Quand on fait un tour avion, on a tous une responsabilité. Même être super fatigué, faut garder les yeux ouverts. Par exemple, cet anneau-là, quand il est verrouillé, le train ne peut pas se ranger dans la trappe. Donc il faut faire bien attention à des petites choses comme ça. J'ai l'air tout à l'heure. Là, c'est bon. Et là, il est... Oh là là, j'ai pas vu. Ah oui, oui. Il est minuit moins le quart. Donc ça veut dire que j'ai pas encore fini. Je suis là encore pour un petit moment encore. Oui.
On roule? Ouais. Ok. Pour le vent en surface, c'est de l'ouest. En salle de briefing, Stone prend note des derniers détails de sa mission et de son plan de vol. Marseille également, du 0,30 pour 3 nœuds et Capoc. Pareil pour ce briefing là. Donc on part pour TN5 et TN6 ce soir avec un CAC au milieu. Montée au BTA, prise en compte de l'avion, vérifiez bien la masse. Et ensuite vous steppez vers votre avion, vérifiez bien le spotting avant de partir, ça vous évitera de chercher l'avion. Et ben bon vol. Ce soir, c'est le grand soir, hein, c'est le soir potentiellement de la qualification. Maintenant, voilà, il ne faut pas se mettre la pression au mauvais moment. Hein, la pression, c'est tout à l'heure qu'il va falloir l'avoir dans l'avion. Ce que je crains le plus, hein, ce qui peut être le plus dangereux, c'est de faire une passe qui soit dangereuse. Il faut s'imaginer que quand on rentre à bord, hein, on ramène un avion d'armes avec potentiellement des bombes qui restent à bord. Un avion qui pèse pas loin de 15 tonnes, qui arrive à 250 km/h sur un bateau sur lequel vivent plus de 1000 personnes. Donc on n'a pas envie de prendre de risques à l'équipage. Ce soir, Stone doit réussir 2 appontages pour être qualifié. Ce qu'il redoute par-dessus tout, percuter le pont d'envol en faisant une approche trop basse et transformer son avion en une véritable bombe. Chef de carte, ton idée de manœuvre pour l'instant? Présentation au spot 3. Présentation bas pendant le vent, midi. Quelques petits faisceaux de lumière. Pour les pilotes, voici la vision de Charles de Gaulle la nuit. Il faut repérer le bon point d'impact. En moins de 2 secondes, le pilote encaisse 5G au freinage. Teddy de commandant. Teddy, tu es transformé nuit sur Rafale. Félicitations. C'est maintenant au tour de Stone. Il est en position d'approche. Appontage réussi. Sur 19. Bravo Stone. Félicitations. C'est bien passé? Ouais, super. Ouais. Ça y est, t'es qualifié? Ouais, j'ai pas encore eu l'annonce par la radio ici. D'accord. Le commandant a réussi de taper 3 fois sur le site. Ah, ouais, mais tu vas pas passé sur 20, c'est pour ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah voilà. Bah écoute, ça y est, t'es qualifié. Félicitations. Bah ouais. Tu fais partie maintenant du club des hiboux, le pilote de Rafale qui apprend de nuit. Merci. C'est bien. Ça a l'air de se bien passer, donc je te félicite. On n'était pas inquiet pour toi, hein, mais on suit quand même ça de près, donc non, c'est bien. Moi j'étais un peu inquiet. Non, mais t'as l'air en forme, donc c'est bien, c'est que tout s'est bien passé. C'est cool. Bravo, très bien. Ouais. Ah bah, on n'est jamais stressant, hein. Quand on y va autour de lui, voilà. C'est bien passé, tant mieux. Ça fait plaisir quand même de voir que la roue tourne et que les plus jeunes maintenant obtiennent leur qualification. Et puis c'est quand même le résultat de longues semaines de travail et d'entraînement. Donc que ça aboutisse comme ça et que ce soit un succès, c'est un plaisir pour tout le monde. Très content. Stone, ok. Bravo, qualif de nuit sur Rafale. Ce soir, Stone est devenu un hibou. Un pilote d'élite apte à toutes les missions, de jour comme de nuit. Quant à David, il est plus que jamais chef du service de sécurité. Chacun poursuit ici son parcours personnel avec le rêve de piloter ses machines hors du commun. La photo de Pierre Vendier est positionnée dans son cadre officiel.
Elle y restera 2 ans. C'est la durée habituelle octroyée à la fonction de pacha du seul porte-avions européen, désormais qualifié pour repartir en mission. En 15 ans de service, le Charles de Gaulle a déjà parcouru plus de 650 000 km, l'équivalent de 16 tours du monde.